Et coucou mes petits muffins au dentifrice, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un book haul qui, dans la digne tradition de ces vidéos, est gargantuesque, relativement replet et bien rempli, donc je vous propose qu'on s'y mette sans plus tarder. C'est parti! On va commencer avec la toute dernière lecture que j'ai terminée et que je vous ai d'ailleurs chroniquée sur Instagram. Il s'agit de L'énigme de Turnglass qui est écrit par Gareth Robbins et publié aux éditions 10-18. Ce roman a la particularité d'être un livre tête-bêche, c'est-à-dire que vous avez deux histoires en une, avec chacune sa couverture, son univers. Celle-ci se déroule en 1881 en pleine Angleterre sur une île isolée avec une histoire de secret de famille au cœur d'un manoir bien glauque, tandis que côté couverture rouge, on se retrouve catapulté dans les rues du Los Angeles de 1939 avec de la corruption, un gouverneur dont le fils vient tout juste d'être assassiné et un meilleur ami aspirant acteur qui est persuadé que ce jeune homme qui venait tout juste de publier un mystérieux roman ne s'est pas suicidé mais a été assassiné. Nous sommes aujourd'hui réunis pour un book haul, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de mon avis. Si ça vous intéresse, je vous remettrai le lien de ma chronique en barre d'infos. Sachez juste que si vous cherchez une lecture mystérieuse, un roman à énigme où vous allez pouvoir venir piocher des indices dans ces deux histoires qui se répondent, L'énigme de Turnglass sera un excellent compagnon. On enchaîne avec le roman que j'ai entamé pas plus tard que ce matin, accompagné de mon bowl cake au peanut butter, et il s'agit de Retenir l'hiver qui est écrit par Ingrid Desjours et publié aux éditions Hauteville. Cette histoire prend place au tout début des années 1990 dans un petit village de montagne où Idriss et Samba, originaires du Burkina Faso, sont venus trouver refuge. Cette histoire, c'est celle d'une fuite, d'un déracinement, d'une relation entre une mère et son enfant, mais aussi entre une petite habitante toute jeune aux cheveux roses qui va venir apporter beaucoup de douceur et d'amour à ces deux âmes en peine. Après mon immense coup de cœur ressenti à la lecture de Jacaranda de Gaël Faye dont je vous parlais dans ma vidéo la semaine dernière, j'ai eu envie de continuer sur ma lignée de récits de déracinement, de quête identitaire, de nouveaux départs, de reconstruction, de questionnements sur l'identité, sur la famille, sur la transmission, sur ce que c'est que d'être chez soi. Et cerise sur la pomponnette, sur la quatrième de couverture, il est fait mention de l'Odyssée de Pi comme une référence de conte moderne et bouleversant, quand on sait que l'Odyssée de Pi est l'un de mes livres favoris de l'univers, du monde entier, de tous les temps. Bien sûr que je pars confiante. Et pour l'instant, l'apprivoisement entre ce roman et moi se passe plutôt bien. On évoquait à l'instant la relation mère-enfant, ce qui me permet d'embrayer avec une bande dessinée de non-fiction qu'il me tarde de lire parce que je sens que je vais me mettre en colère mais que je vais apprendre beaucoup de choses. Il s'agit de L'arnaque des nouveaux pères, qui est signé par le trio auquel on doit Les Contraceptés, autre BD de vulgarisation qui mettait les pieds dans le plat. Et cette fois-ci, on ne s'intéresse pas à la contraception, mais bien au rôle de père, son évolution, ses mutations, mais aussi et surtout son exposition médiatique. Je sens que je vais grincer des chicots, moi. Et on poursuit notre exploration du lien parent-enfant avec un roman qui s'appelle Mère amère. Il est signé par Sidiwe Magona, c'est publié aux éditions Mémoire d'encre. Et si je me fie aux dernières bribes de souvenirs qu'il me reste de mon impulsion d'achat en librairie, il me semble que c'est une confrontation entre deux mères dans le contexte de l'apartheid en Afrique du Sud, et il me semble que l'une a vu son fils assassiner la fille de l'autre. Là aussi, je crois qu'on va s'amuser de doigts et que des heures de fun n'attendent plus que moi. Non, pas du tout. Pour se remettre de nos émotions, on va faire une petite incartade manga. J'ai deux titres à vous présenter parce que je suis assez raisonnable en ce moment. On commence avec le tome 3 de A Fake Affair qui est écrit par Akiko Higashimura et publié aux éditions du Lézard Noir. Vous connaissez mon amour pour cette autrice et sa série Tokyo Tarare Bar Girls publiée chez le même éditeur. Et concernant A Fake Affair, il s'agit en réalité d'un webtoon en couleur qu'elle a réalisé. Elle s'est lancée dans un nouveau format et l'histoire est tout autant savoureuse. On y suit une trentenaire un peu paumée qui vit toujours chez ses parents, qui vivote de petit boulot en petit boulot et qui, suite à un concours de circonstances, va se retrouver toute seule à voyager en Corée et à rencontrer un charmant jeune homme qui va la prendre pour une femme mariée. Ce qui ne les empêchera pas de se lancer dans une petite romance a priori éphémère mais qui va laisser des traces. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec les récits d'adultère, je ne suis pas convaincue que cette série soit le bon match pour vous. En revanche, si vous aimez les récits de vie qui mettent en scène des jeunes femmes un peu perdues, qui ne savent pas trop quoi faire de leurs 10 doigts, qui se cherchent, qui sont un peu en friction entre ce que la société attend d'elles et leurs aspirations, tout en ne sachant pas vraiment ce qui les motive et ce qui les fait vibrer au quotidien, le tout avec une histoire d'amour plutôt mystérieuse mais assez chou,
je vous le conseille. Et je suis particulièrement contente de pouvoir vous présenter un manga qui aura mis plus de 2 mois à trouver le chemin vers ma boîte aux lettres. J'ai bien cru qu'il n'arriverait jamais. J'ai eu un mal fou à mettre la main dessus, mais ça y est, il est là. Et il s'agit du 4e et dernier opus de Fangirl en version manga. Oh, je t'aime toi. Mouah. Je vous fais le pitch que vous connaissez sans doute par cœur en 2 secondes. Fangirl, c'est à l'origine un roman signé par Rainbow Rowell qui a été adapté en version manga en 4 volumes, un pour chaque saison, qui va d'ailleurs être disponible en français dès la semaine prochaine aux éditions Delcourt dans leur nouveau label Waves. Je suis d'ailleurs à l'heure où vous regardez cette vidéo dans le train qui m'emmène à Paris pour animer le lancement de la collection et il me manquait donc ce dernier et 4e opus dans ma bibliothèque. Vous la sentez venir, la soirée lecture de qualité? Moi oui en tout cas. Poursuivons si vous le voulez bien dans la joie, la bonne humeur et les livres adorés avec 2 réceptions de 2 romans que j'ai déjà lus, validés, que je vous ai recommandés à de nombreuses reprises mais qui sont sortis en édition collector, à commencer par le magnifique Du thé pour les fantômes signé par Chris Vuklicevic et publié aux éditions de Noël. Pour rappel, ce merveilleux roman nous narre l'histoire de Agonie et Félicité, 2 sœurs jumelles qui vont être élevées dans un tout petit village dans les hauteurs de Nice. Elles ne se sont pas parlé depuis une vingtaine d'années mais vont être réunies par le destin suite au décès tragique, brutal et mystérieux de leur mère. L'une des sœurs peut voir les fantômes et interagir avec eux en maîtrisant l'art du thé, tandis que l'autre fait sortir des papillons de sa bouche qui en se posant viennent faire mourir tout autour d'elle. C'est une magnifique quête des origines, du sens, de la famille, du déterminisme, le tout avec une plume magnifiquement sensuelle. Vous comprendrez donc que quand l'éditeur m'a contacté pour m'annoncer que l'autrice voulait m'envoyer la version collector de ce roman pour me remercier d'avoir aidé à le promouvoir, et je n'ai pas hésité un quart de seconde. Cette édition est vraiment magnifique avec un jaspage de toute beauté, des pages de garde splendides et encore et toujours une couverture avec des motifs au fer à chaud qui ne sont pas sans rappeler ceux présents sous la jaquette de son roman Porcelaine sous les ruines. Vraiment, c'est une splendeur. Et autre splendeur pour un texte qui m'a retourné le cœur, dont je vous ai également parlé dans mon update lecture de la semaine dernière, il s'agit de l'édition collector des 7 maris d'Evelyne Hugo qui est publiée aux éditions Hauteville avec un jaspage doré, une couverture rigide avec du fer à chaud, le tout dans un élégant fourreau vert qui n'est pas sans rappeler les tenues d'Evelyne Hugo. Texte à découvrir impérativement dans cette édition ou dans n'importe quelle autre. Autre texte à m'avoir mis une grande claque en pleine figure tout récemment, il s'agit du magnifique, merveilleusement onirique et sublissime Dors ton sommeil de brute de Carole Martinez qui est publié aux éditions Gallimard. Je vous en avais touché quelques mots dans ma vidéo des sorties de la rentrée littéraire qui me faisait tout spécialement envie, et rétrospectivement, maintenant que je l'ai terminé, je peux vous dire que je vous en avais fort mal parlé parce que je n'avais pas vraiment compris les tenants et les aboutissants de cette histoire, que je vous avais vendu comme la fuite d'une mère et de sa fille vis-à-vis d'un père et d'un mari violents. Alors jusque là vous me direz que j'avais bon, mais j'ai omis et complètement évacué la majeure partie de cette histoire qui va se concentrer sur une série de rêves partagés par l'intégralité des enfants sur l'entièreté de la surface du globe, rêves qui vont devenir de plus en plus étranges et avoir un impact de plus en plus fort et prégnant sur le monde réel. Une fois encore, on est dans un book haul, donc je passe rapidement, mais ce livre, vous ne pouvez, vous ne devez pas passer à côté. C'est magnifiquement écrit, c'est d'une force poignante, sublissime coup de cœur. Promis, je vous en reparle très bientôt d'une façon ou d'une autre. Et vous savez quoi, je pense que le moment est venu de faire un focus sur les livres que je me suis procurés lors de mon escapade à Marseille il n'y a pas très longtemps. J'ai visité plein de librairies et comme vous le voyez, j'ai acheté quelques petits trucs. On commence avec le premier livre acheté au sein de la cité phocéenne, au cœur de la librairie Maupetit, un livre qui s'appelle Les Petits. Ce livre, je pense qu'on peut le rapprocher soit d'un roman graphique sans texte, soit d'un album, même si le propos ne parlera pas nécessairement aux enfants, mais bien plutôt aux parents, puisque c'est une série d'illustrations qui se répondent autour de la parentalité, autour du rôle de parent, ce que c'est que d'être père, d'être mère, de voir grandir ses enfants, de vivre à leur côté, de vouloir les défendre, de les aimer, de tout leur donner, mais aussi du sentiment de culpabilité qu'on peut avoir vis-à-vis d'eux. Il n'y a pas un mot, pas un point, pas une virgule, et pourtant les propos de Marion Fayolle m'ont
hurler en pleine poire. Une merveille qui serait un sublime cadeau de naissance à faire à de jeunes parents. Ou des moins jeunes, on fait pas de discrimination ici. Je suis ensuite allée jeter un coup d'œil à la Pharmakeia, qui est une librairie qui a ouvert récemment et dont le concept est très chouette. C'est un petit endroit tenu par une libraire qui donne aussi des cours de yoga et qui propose ses recommandations non pas sous forme de billets coup de cœur, mais bien de recommandations, voire de prescriptions, avec des instructions du type à lire si vous voulez faire la paix avec votre histoire familiale, ou encore à dégainer si vous vous sentez toujours obligé de donner le meilleur de vous-même. Dans ce contexte, j'en ai profité pour me procurer un roman que j'avais vu passer dans les recommandations de la librairie Majo sur Instagram. Je vous les recommande très fort au passage, donc je vous mettrai le lien de leur compte en barre d'infos. Et ce livre, c'est L'Instruction de Isabelle Torrent. Le médecin a parlé de burn-out. Il a parlé d'épuisement, mais ce qui brûle, ce qui s'épuise, il ne l'a pas nommé. Atteinte d'un inquiétant épuisement, une romancière pourtant passionnée par son métier s'interroge. Pourquoi son énergie vitale l'a-t-elle quittée ? Alors qu'elle enquête au sein d'un élevage industriel, en immersion dans un univers qu'elle pense aux antipodes de son quotidien, elle découvre comment la production automatisée empêche tout lien entre les humains et les animaux. Tous sont emportés dans une course frénétique, happés par une logique fatale. Mais comment résister aux impératifs de productivité qui envahissent notre société et jusqu'à notre intimité ? Un récit intime, écoféministe et écrit au vitriol, je signe tout de suite. Si vous suivez attentivement les formats vlog, vous savez peut-être que j'ai perdu mon père il y a 2 ans et demi de cela, père avec qui malheureusement j'étais fâchée et avec qui je n'ai pas eu l'occasion de me réconcilier avant sa mort. Ça a été une blessure très douloureuse, d'autant que j'étais enceinte à la toute fin de mon premier trimestre quand je l'ai appris. Et cette blessure ne s'est jamais vraiment refermée, j'ai beau travailler dessus, il y a toujours des moments où ça vient cogner, ça vient faire mal. Et j'en ai donc profité d'être dans une librairie pharmacie pour demander conseil à la libraire qui m'a orientée vers 2 ouvrages, à commencer par le magnifique Zizi Cabane de Bérangère Cornut, publié aux éditions du Tripode, qui raconte la disparition d'une mère au sein d'un foyer qui va peu à peu être envahie par les eaux. Et elle m'a également glissé entre les mains L'année de la pensée magique, signé par John Didion et publié aux éditions du Livre de Poche. John Didion, c'est une plume américaine emblématique qui se concentre ici sur un récit de deuil puisqu'une femme va subitement perdre son mari et essayer de se reconstruire, d'avancer envers et contre tout. Je vous en donnerai des nouvelles sans doute dans un format Patreon qui me permettra d'être plus à l'aise avec les pensées que je vais partager au fur et à mesure de ma lecture. Mais si jamais vous avez d'autres recommandations sur le deuil, sur des livres qui vous ont beaucoup ému autour de cette thématique ou qui vous ont parlé, qui vous ont atteint et qui ont peut-être permis de vous aider dans ce moment-là, n'hésitez pas, je suis vraiment très preneuse. Et dernier arrêt qui a été fatal pour ma carte bleue, il m'a été recommandé chaudement par Émilie, l'une d'entre vous que je remercie encore très chaleureusement au passage, puisqu'elle m'a invitée à faire un tour aux Voix des Chapitres, une librairie sur le cours Julien à Marseille, un endroit très chaleureux que je vous conseille d'ailleurs au passage, et tenu par des gens ô combien passionnés et passionnants, accueillants et chaleureux, ce qui explique que j'en suis ressortie avec 5 livres. Je ne vais vous en présenter que 4 aujourd'hui, puisque le 5e fait partie de ma pile à lire pour Halloween que je vous présenterai sur Patreon. Après avoir terminé Plein ciel de Siècle Valban et discuté de l'autrice avec les libraires, j'en ai profité pour repartir avec son très court roman jeunesse qui s'appelle L'Étoile du soir. C'est un récit entre 2 sœurs autour de la thématique du deuil en Inde. Et comme eux et moi avons discuté plus d'1 heure, nous avons eu largement le temps de balayer plein d'auteurs et d'autrices qu'on adorait. Et en évoquant Aurélie Wallenstein, ils m'ont conseillé une autre autrice qui fait partie du même groupe d'écriture et que je n'ai encore jamais lu. C'est donc pour ça que je suis repartie avec Quand vient la horde de Aurélie Huang. Yvan est un orphelin du Daesan. Idéaliste, il rêve de réussir le concours public et de devenir magistrat pour changer les lois. Comme tout le monde, il a entendu parler de la Horde Blanche, troupe de mercenaires sanguinaires aux ordres d'une guerrière dépeinte comme une démone aux yeux rouges, crainte autant que méprisée. Ce qu'Yvan ne sait pas, c'est que la Horde en a après lui. Arraché à son univers, pris dans une quête de vengeance qui le dépasse, il devra remettre en question tout ce qu'il croit savoir et transgresser ses serments les plus précieux, quitte à en payer le prix. De la dark fantasy avec de la guerre et de la vengeance, tout à fait ma came. Et comme j'étais dans une librairie majoritairement spécialisée dans l'imaginaire, rien de très surprenant à ce que je sois repartie avec Saule de Brume qui est écrit par Jeff Wheeler et publié aux éditions Rivka, roman qui était dans mon radar, dans ma wishlist depuis un moment, parce qu'il me semble
particulièrement adapté pour celles et ceux qui ont adoré Steam Sailors. Comme c'est mon cas et qu'en plus la couverture du 3e tome vient d'être révélée, le moment était parfait. Et comme nous avons énormément discuté de Elisabeth von Harburg, de mon amour pour Becky Chambers, l'un des libraires m'a recommandé Une autre lumière, un roman signé par Elisabeth Aline et publié aux éditions des Moutons électriques qui va nous embarquer dans un voyage spatial, romantique et artistique. Jeune et célèbre, Jimson Aleka avait le choix. Rester sur sa planète en espace normal, où l'on pouvait traiter son mal et le maintenir en vie pendant au moins 20 ans, ou voyager d'étoile en étoile et réaliser enfin son rêve, peindre d'autres paysages, connaître d'autres lumières, avec l'espoir secret de retrouver au coin d'un bar de l'espace son amour d'enfance, le capitaine Russell, et en sachant qu'il n'aurait qu'une seule année pour en profiter. 20 ans d'ennui contre un an d'aventure. Jimson avait-il vraiment le choix? Voilà une recommandation que j'aimerais faire passer dans pas trop longtemps à la casserole. Nous en avons donc terminé avec mes achats marseillais et on va revenir les pieds sur terre avec un achat Vinted qui va me permettre de continuer ma collection des ouvrages signés par Baptiste Beaulieu puisque je me suis acheté La Joie et le reste, son petit recueil de poèmes publié aux éditions de l'Iconoclaste dans leur collection Iconopop. Ai-je besoin d'ajouter quelque chose de plus? Je ne crois pas. Achat très récent, complètement impulsif et déraisonnable, je me suis procuré les tomes 1 et 2 de Tulip, signés par Sophie Guérive, roman graphique conceptuel par excellence, très philosophique, métaphysique, mélancolique à souhait, peut-être un poil inaccessible si vous n'adhérez pas à l'univers de l'autrice, mais après avoir eu un coup de cœur immense pour sa très courte série d'albums pour les tout petits qui s'appelle Crocus, que Mia et moi lisons et relisons indéfiniment ad nauseam sans nous lasser une seule seconde, je me suis dit qu'il fallait que j'explore l'intégralité de son œuvre et c'est ce que je m'en vais faire avec les 2 premiers tomes de Tulip. Et puisque j'évoquais à l'instant Crocus, c'est le moment de vous parler d'un autre album jeunesse qui fait fureur à la maison. Il s'agit de Lady Papa qui est écrit par Émilie Chazeran et illustré par Digli. C'est publié aux éditions de La Ville Brûle et ça nous raconte le quotidien d'un enfant avec son père qui est drag queen. Comme d'habitude, les textes d'Émilie Chazeran font mouche, ils sont attendrissants, espiègles et couplés au coup de crayon peps et pop de Digli, c'est la régalade assurée. Et puisqu'on parle de textes qui offrent de la représentation, c'est le moment parfait de vous présenter Le Phare, d'un album signé par Valentin Maréchal et publié aux éditions Jungle dans leur label Ramdam, dans lequel nous allons faire la rencontre de Lou, un jeune homme en couple avec une femme depuis quelques années. Les choses se passent relativement bien, si ce n'est qu'elle n'est absolument pas au courant de ses rencontres clandestines avec des hommes et tout va voler en éclats, ce fragile équilibre va être dynamité quand les 2 jeunes gens vont s'installer ensemble et que Lou va faire une rencontre qui va tout bouleverser. Le dessin est joli mais un poil âpre et il me rappelle de loin celui de Timothée le Boucher. Et dans le même colis que Le Phare, j'ai également reçu l'album Retour à Tomyoko signé par Laurent Galadon et Michael Cruza qui nous livre ici une œuvre de fiction nourrie par des faits réels autour des ruines de Fukushima. Cette zone interdite frappée par la catastrophe dont on ne parle absolument plus, au-dessus de laquelle est tombée comme une chape de plomb et de silence et je suis très intriguée de voir comment ils se sont appropriés cette question. Et c'est sur cette note que s'achève cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, que vous aurez peut-être repéré des titres qui vous avaient échappé. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à me dire si vous en avez lu certains, si vous m'en recommandez. Et si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo mais que vous n'avez pas d'idée quant à quoi commenter, je vous invite à laisser un emoji étoile en hommage au 7 Marie d'Evelyne Hugo. Bien sûr, si vous avez envie de papoter lecture, n'hésitez pas à me laisser votre dernier coup de cœur et pourquoi pas vos recommandations sur le deuil. Et si d'aventure vous avez encore plus envie de contenu de ma part, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Patreon où vous pourrez retrouver un book club, un Discord exclusif, des vidéos, des recommandations, des lives et des accès à mes projets en cours. D'ailleurs, comme toujours, j'adresse un énorme et retentissant bisou et merci à tous les Pradouillets et Pradouillettes qui m'y suivent et me soutiennent déjà et grâce à qui je peux vous proposer toujours plus de contenu. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao! This is a bad one. This is a bad